Sans famille. Deuxième partie, chapitre 2. Une ville noire. La route est longue de Montargis à Vars, qui se trouve au milieu des Cévennes, sur le versant de la montagne inclinée vers la Méditerranée. 500 ou 600 kilomètres en ligne droite, plus de 1000 pour nous, à cause des détours qui nous étaient imposés par notre genre de vie. Il fallait bien chercher des villes et des grosses bourgades pour donner des représentations fructueuses. Nous mîmes près de 3 mois à faire ces 1000 kilomètres, mais quand nous arrivâmes aux environs de Vars, j'eus la joie, comptant mon argent, de constater que nous avions bien employé notre temps. Dans ma bourse en cuir, j'avais 128 francs d'économie. Il ne me manquait plus que 22 francs pour acheter la vache de mère Barberin. Mathia était presque aussi content que moi, et il n'était pas médiocrement fier d'avoir contribué pour sa part à gagner une pareille somme. Il est vrai que cette part était considérable, et que sans lui, surtout sans son cornet à piston, nous n'aurions jamais amassé 128 francs, Capi et moi. De Vars à Chavagnon, nous gagnerions bien certainement les 22 francs qui nous manquaient. Ce qui fait et ce qui fera la fortune de Vars est ce qui se trouve sous la terre, et non ce qui est au-dessus. À la surface, en effet, l'aspect est triste et désolé, des causes et des garrigues, c'est-à-dire la stérilité. Pas d'arbres, si ce n'est ça et là des châtaigniers, des mûriers et quelques oliviers chétifs. Pas de terre végétale, mais partout des pierres grises ou blanches. Là seulement où la terre ayant un peu de profondeur se laisse pénétrer par l'humidité, surgit une végétation active qui tranche agréablement avec la désolation des montagnes. De cette dénudation résultent de terribles inondations, car lorsqu'il pleut, l'eau court sur les pentes dépouillées, comme elle courrait sur une rue pavée, et les ruisseaux, ordinairement à sec, roulent alors des torrents qui gonflent instantanément les rivières des vallons et les font déborder. En quelques minutes, on voit le niveau de l'eau monter dans le lit des rivières de 3, 4, 5 mètres et même plus. Vars est bâtie à cheval sur une de ces rivières, nommée la Divonne, qui reçoit elle-même dans l'intérieur de la ville 2 petits torrents, le ravin de la Truyère et celui de Saint-Andéol. Ce n'est pas une belle ville, ni propre, ni régulière. Les wagons chargés de minerais de fer ou de houille, qui circulent du matin au soir sur des rails au milieu des rues, sèment continuellement une poussière rouge et noire qui, par les jours de pluie, forme une boue liquide et profonde comme la fange d'un marais. Par les jours de soleil et de vent, ce sont au contraire des tourbillons aveuglants qui roulent dans la rue et s'élèvent au-dessus de la ville. Du haut en bas, les maisons sont noires, noires par la boue et la poussière qui de la rue montent jusqu'à leur toit, noires par la fumée des fours et des fourneaux qui de leur toit descend jusqu'à la rue. Tout est noir, le sol, le ciel et jusqu'aux eaux que roule la Divonne. Et cependant, les gens qui circulent dans les rues sont encore plus noirs que ceux qui les entourent. Les chevaux noirs, les voitures noires, les feuilles des arbres noires. C'est à croire qu'un nuage de suie s'est abattu pendant une journée sur la ville ou qu'une inondation de bitume l'a recouverte jusqu'au sommet des toits. Les rues n'ont point été faites pour les voitures ni pour les passants, mais pour les chemins de fer et les wagons des mines. Partout sur le sol, des rails et des plaques tournantes. Au-dessus de la tête des ponts volants, des courroies, des arbres de transmission qui tournent avec des ronflements assourdissants. Les vastes bâtiments près desquels on passe tremblent jusque dans leurs fondations. Et si l'on regarde par les portes ou les fenêtres, on voit des masses de fonte en fusion qui circulent comme d'immenses bolides, des marteaux-pilons qui lancent autour d'eux des pluies d'étincelles, et partout, toujours, des pistons de machines à vapeur qui s'élèvent et s'abaissent régulièrement. Pas de monuments, pas de jardins,
pas de statues sur les places. Tout se ressemble et a été bâti sur le même modèle, le cube. Les églises, le tribunal, les écoles, des cubes percés, de plus ou moins de fenêtres, selon les besoins. Quand nous arrivâmes aux environs de Vars, il était 2 ou 3 heures de l'après-midi, et un soleil radieux brillait dans un ciel pur. Mais à mesure que nous avancions, le jour s'obscurcit. Entre le ciel et la terre s'était interposé un épais nuage de fumée qui se traînait lourdement en se déchirant aux hautes cheminées. Depuis plus d'1 heure, nous entendions de puissants ronflements, un mugissement semblable à celui de la mer, avec des coups sourds. Les ronflements étaient produits par les ventilateurs, les coups sourds par les martinets et les pilons. Je savais que l'oncle d'Alexis était ouvrier mineur à Vars, qu'il travaillait à la mine de la Truyère, mais c'était tout. Demeurait-il à Vars même ou aux environs, je l'ignorais. En entrant dans Vars, je demandai où se trouvait la mine de la Truyère, et l'on m'envoya sur la rive gauche de la Divonne, dans un petit vallon traversé par le ravin qui a donné son nom à la mine. On nous indiqua l'adresse de l'oncle Gaspard. Il demeurait à une petite distance de la mine, dans une rue tortueuse et escarpée qui descendait de la colline à la rivière. Quand je le demandai, une femme qui était adossée à la porte, causant avec une de ses voisines, adossée à une autre porte, me répondit qu'il ne rentrerait qu'à 6 heures après le travail. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» dit-elle. « Je veux voir Alexis. » Alors elle me regarda de la tête aux pieds et elle regarda Capi. « Vous êtes Rémi ?» dit-elle. « Alexis nous a parlé de vous. Il vous attendait. Quel est celui-ci » Elle montrait Mathia. « C'est mon camarade. » C'était la tante d'Alexis. Je crus qu'elle allait nous engager à entrer et à nous reposer, car nos jambes poudreuses et nos figures hâlées par le soleil criaient haut notre fatigue. Mais elle n'en fit rien et me répéta simplement que si je voulais revenir à 6 heures, je trouverais Alexis qui était à la mine. Je n'avais pas le cœur à demander ce qu'on ne m'offrait pas. Je la remerciai de sa réponse et nous allâmes par la ville, à la recherche d'un boulanger, car nous avions grand faim, n'ayant pas mangé depuis le petit matin, et encore une simple croûte qui nous était restée sur notre dîner de la veille. J'étais honteux aussi de cette réception, car je sentais que Mathia se demandait ce qu'elle signifiait. À quoi bon faire tant de lieux ? Il me sembla que Mathia allait avoir une mauvaise idée de mes amis, et quand je lui parlerais de Lise, il ne m'écouterait plus avec la même sympathie. Et je tenais beaucoup à ce qu'il eût d'avance de la sympathie et de l'amitié pour Lise. La façon dont nous avions été accueillis, ne m'engageant pas à revenir à la maison, nous allâmes un peu avant 6 heures attendre Alexis à la sortie de la mine. L'exploitation des mines de la Truyère se fait par 3 puits qu'on nomme puits Saint-Julien, puits Sainte-Alphonsine et puits Pancrace, car c'est un usage dans les houillères de donner assez généralement un nom de saint aux puits d'extraction, d'aérage ou d'exor, c'est-à-dire d'épuisement. Ce saint étant choisi sur le calendrier le jour où l'on commence le fonçage, il sert non seulement à baptiser les puits, mais encore à rappeler les dates. Prévenu que c'était par cette galerie que devaient sortir les ouvriers, je me postai avec Mathia et Capi devant son ouverture, et quelques minutes après que 6 heures eurent sonné, je commençai à apercevoir vaciller dans les profondeurs sombres de la galerie de petits points lumineux qui grandirent rapidement. C'étaient les mineurs qui, la lampe à la main, remontaient au jour leur travail fini. Ils s'avançaient lentement, avec une démarche pesante, comme s'ils souffraient dans les genoux, ce que je m'expliquai plus tard lorsque j'eus moi-même parcouru les escaliers et les échelles qui conduisent au dernier niveau. Leurs figures étaient noires comme celles des ramoneurs, leurs habits et leurs chapeaux étaient couverts de poussière de charbon et de plaques de boue mouillées.
En passant devant la lampisterie, chacun entrait et accrochait sa lampe à un clou. Bien qu'attentif, je ne vis point Alexis sortir, et s'il ne m'avait pas sauté au cou, je l'aurais laissé passer sans le reconnaître, tant il ressemblait peu maintenant, noir des pieds à la tête, au camarade qui autrefois courait dans les sentiers de notre jardin, sa chemise propre retroussée jusqu'au coude et son col entr'ouvert laissant voir sa peau blanche. « C'est Rémi !» dit-il en se tournant vers un homme d'une quarantaine d'années qui marchait près de lui et qui avait une bonne figure franche comme celle du père Aquin, ce qui n'avait rien d'étonnant puisqu'ils étaient frères. Je compris que c'était l'oncle Gaspard. « Nous t'attendions depuis longtemps déjà, » me dit-il avec bonhomie. « Le chemin est long de Paris à Vars. »« Et tes jambes sont courtes, » dit-il en riant. Capi, heureux de retrouver Alexis, lui témoignait sa joie en tirant sur la manche de sa veste à pleines dents. Pendant ce temps, j'expliquais à l'oncle Gaspard que Mathia était mon camarade et mon associé, un bon garçon que j'avais connu autrefois, que j'avais retrouvé et qui jouait du cornet à piston comme personne. « Et voilà monsieur Capi, » dit l'oncle Gaspard. « C'est demain dimanche. Quand vous serez reposé, vous nous donnerez une représentation. Alexis dit que c'est un chien plus savant qu'un maître d'école ou qu'un comédien. » Autant je m'étais sentie gênée devant la tante Gaspard, autant je me trouvais à mon aise avec l'oncle. Décidément, c'était bien le digne frère du père. « Causez ensemble, garçon, vous devez en avoir long à vous dire. Pour moi, je vais causer avec ce jeune homme qui joue si bien du cornet à piston. » Pour une semaine entière, encore eût-elle été trop courte. Alexis voulait savoir comment s'était fait mon voyage, et moi, de mon côté, j'étais pressée d'apprendre comment il s'habituait à sa nouvelle vie, si bien qu'occupés tous les deux à nous interroger, nous n'en pensions pas à nous répondre. Nous marchions doucement, et les ouvriers qui regagnaient leur maison nous dépassaient. Ils allaient en une longue file qui tenait la rue entière, tout noir de cette même poussière qui recouvrait le sol d'une couche épaisse. Lorsque nous fûmes près d'arriver, l'oncle Gaspard se rapprocha de nous. « Garçon, dit-il, vous allez souper avec nous. » Jamais invitation ne me fit plus grand plaisir, car tout en marchant, je me demandais si, arrivé à la porte, il ne faudrait pas nous séparer, l'accueil de la tante ne m'ayant pas donné bonne espérance. « Voilà Rémi, dit-il en entrant dans la maison, et son ami. Je les ai déjà vus tantôt. Eh bien, tant mieux, la connaissance est faite. Ils vont souper avec nous. » J'étais certes bien heureux de souper avec Alexis, c'est-à-dire de passer la soirée auprès de lui. Mais pour être sincère, je dois dire que j'étais heureux aussi de souper. Depuis notre départ de Paris, nous avions mangé à l'aventure, une croûte ici, une miche là, mais rarement un vrai repas, assis sur une chaise, avec de la soupe dans une assiette. Avec ce que nous gagnions, nous étions, il est vrai, assez riches pour nous payer des festins dans de bonnes auberges, mais il fallait faire des économies pour la vache du prince, et Mathia était si bon garçon qu'il était presque aussi heureux que moi à la pensée d'acheter notre vache. Notre souper ne dura pas longtemps. « Garçon, » me dit l'oncle Gaspard, « tu coucheras avec Alexis. » Puis, s'adressant à Mathia, « Et toi, si tu veux venir dans le fournil, nous allons voir à te faire un bon lit de paille et de foin. » La soirée et une bonne partie de la nuit ne furent point employés par Alexis et par moi à dormir. L'oncle Gaspard était piqueur, c'est-à-dire qu'au moyen d'un pic, il abattait le charbon dans la mine. Alexis était son rouleur, c'est-à-dire qu'il poussait, qu'il roulait sur des rails dans l'intérieur de la mine, depuis le point d'extraction jusqu'à un puits, un wagon nommé benne, dans lequel on entassait le charbon abattu. Arrivé à ce puits, la benne était accrochée à un câble qui, tiré par la machine, la montait jusqu'en haut. Bien qu'il ne fût que depuis peu de temps mineur, Alexis avait déjà cependant l'amour et la vanité de sa mine. C'était la plus belle, la plus curieuse du pays.
Il mettait dans son récit l'importance d'un voyageur qui arrive d'une contrée inconnue et qui trouve des oreilles attentives pour l'écouter. D'abord, on suivait une galerie creusée dans le roc et après avoir marché pendant 10 minutes, on trouvait un escalier droit et rapide. Puis, au bas de cet escalier, une échelle en bois, puis un autre escalier, puis une autre échelle, et alors on arrivait au premier niveau, à une profondeur de 50 mètres. Pour atteindre le second niveau, à 90 mètres, et le troisième à 200 mètres, c'était le même système d'échelles et d'escaliers. C'était à ce troisième niveau qu'Alexis travaillait, et pour atteindre à la profondeur de son chantier, il avait à faire 3 fois plus de chemin que n'en font ceux qui montent autour de Notre-Dame de Paris. Mais si la montée et la descente sont faciles dans les tours de Notre-Dame, où l'escalier est régulier et éclairé, il n'en était pas de même dans la mine, où les marches, creusées suivant les accidents du roc, sont tantôt plus hautes, tantôt basses, tantôt larges, tantôt étroites. Point d'autre lumière que celle de la lampe qu'on porte à la main, et sur le sol, une boue glissante que mouille sans cesse l'eau qui filtre goutte à goutte et parfois vous tombe froide sur le visage. 200 mètres à descendre, c'est long, mais ce n'était pas tout. Il fallait, par les galeries, gagner les différents paliers et se rendre au lieu de travail. Alors le développement complet des galeries de la Truyère était de 35 à 40 kilomètres. Naturellement, on ne devait pas parcourir ces 40 kilomètres, mais quelquefois, cependant, la course était fatigante, car on marchait dans l'eau, qui, filtrant par les fentes du roc, se réunit en ruisseau au milieu du chemin, et coule ainsi jusqu'à des puisards, où des machines d'épuisement la prennent pour la verser au dehors. Quand ces galeries traversaient des roches solides, elles étaient tout simplement des souterrains. Mais quand elles traversaient des terrains ébouleux ou mouvants, elles étaient boisées au plafond et des deux côtés avec des troncs de sapin travaillés à la hache, parce que les entailles faites à la scie amènent une prompte pourriture. Bien que ces troncs d'arbres fussent disposés de manière à résister aux poussées du terrain, souvent cette poussée était tellement forte que les bois se courbaient et que les galeries se rétrécissaient ou s'affaissaient au point qu'on ne pouvait plus y passer qu'en rampant. Sur ces bois croissaient des champignons et des flocons légers et cotonneux, dont la blancheur de neige tranchait avec le noir du terrain. La fermentation des arbres dégageait une odeur d'essence, et sur les champignons, sur les plantes inconnues, sur la mousse blanche, on voyait des mouches, des araignées, des papillons qui ne ressemblaient pas aux individus de même espèce qu'on rencontre à l'air. Il y avait aussi des rats qui couraient partout et des chauves-souris cramponnées au boisage par leurs pieds, la tête en bas. Ces galeries se croisaient çà et là comme à Paris. Il y avait des places et des carrefours. Il y en avait de belles et de larges comme des boulevards, d'étroites et de basses comme les rues du quartier Saint-Marcel. Seulement, toute cette ville souterraine était beaucoup moins bien éclairée que les villes durant la nuit, car il n'y avait point de lanterne ou de bec de gaz, mais simplement les lampes que les mineurs portent avec eux. Si la lumière manquait souvent, le bruit disait toujours qu'on n'était pas dans le pays des morts. Dans les chantiers d'abattage, on entendait les détonations de la poudre, dont le courant d'air vous apportait l'odeur et la fumée. Dans les galeries, on entendait le roulement des wagons. Dans les puits, le frottement des cages d'extraction contre les guides et par-dessus tout, le grondement de la machine à vapeur installée au second niveau. Mais où le spectacle était tout à fait curieux, c'était dans les remontées, c'est-à-dire dans les galeries tracées dans la pente du filon. C'était là qu'il fallait voir les piqueurs travailler, à moitié nus, à abattre le charbon, couchés sur le flanc ou accroupis sur les genoux. De ces remontées, la houille descendait dans les niveaux, d'où on la roulait jusqu'au puits d'extraction. C'était là l'aspect de la mine aux jours de travail, mais il y avait aussi les jours d'accident. 2 semaines après son arrivée à Vars, Alexis avait été témoin d'un de ces accidents et en avait failli être victime, une explosion de grisou. Le grisou est un gaz qui se forme naturellement dans les houillères
et qui éclate aussitôt qu'il est en contact avec une flamme. Rien n'est plus terrible que cette explosion qui brûle et renverse tout sur son passage. On ne peut lui comparer que l'explosion d'une poudrière pleine de poudre. Aussitôt que la flamme d'une lampe ou d'une allumette est en contact avec le gaz, l'inflammation éclate instantanément dans toutes les galeries. Elle détruit tout dans la mine, même dans les puits d'extraction ou d'arréage dont elle enlève les toitures. La température est quelquefois portée si haut que le charbon dans la mine se transforme en coke. Tout ce que Alexis me raconta surexcita vivement ma curiosité, qui était déjà grande en arrivant à Vars, de descendre dans la mine. Mais quand j'en parlais le lendemain à l'oncle Gaspard, il me répondit que c'était impossible, parce qu'on ne laissait pénétrer dans la mine que ceux qui y travaillent. « Si tu veux te faire mineur, ajouta-t-il en riant, c'est facile, et alors tu pourras te satisfaire. Au reste, le métier n'est pas plus mauvais qu'un autre, et si tu as peur de la pluie et du tonnerre, c'est celui qui te convient. En tout cas, il vaut mieux que celui de chanteur de chansons sur les grands chemins. Tu resteras avec Alexis. Est-ce dit, mon garçon? On trouvera aussi à employer Mathia, mais pas à jouer du cornet à piston, par exemple. » Ce n'était pas pour rester à Vars que j'y étais venue, et je m'étais imposé une autre tâche, un autre but que de pousser toute la journée une benne dans le 2e ou le 3e niveau de la Truyère. Il fallut donc renoncer à satisfaire ma curiosité, et je croyais que je partirais, sans en savoir plus long que ne m'en avaient appris les récits d'Alexis, ou les réponses arrachées tant bien que mal à l'oncle Gaspard, quand par la suite de circonstances dues au hasard, je fus à même d'apprendre dans toutes leurs horreurs, de sentir dans toutes leurs épouvantes les dangers auxquels sont quelquefois exposés les mineurs.